de commencer par Patrick Villegarino qui me donne procuration, Madame Chadebos donne procuration, Madame Castagnera, Monsieur Marc Labourdette donne procuration, Monsieur Coldefy et Madame Sautour donne procuration à Madame Desguers et j'excuse Bernard Comte. Le secrétaire de séance sera Monsieur Patrick Duhart. On peut y aller, c'est un conseil excessivement court, nous avons fini dans 20 minutes. Allez-y. Bien. Rapporteur, Monsieur le maire. Approbation du PV du 18 mars 2019. Bien, mes chers collègues, approuvez-vous ce PV? Apportez-vous des modifications? Pas de modification, il est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur le secrétaire. Patrick. Alors, la décision numéro 2. Décision municipale, information du Conseil. J'écoute vos questions, mes chers collègues. Madame Grella. Ou Madame Zanotti, qui est peut-être prête. Alors, j'ai beaucoup de remarques. Numéro 4. J'ai beaucoup de réponses. Quel motif justifie la demande d'annulation du permis de construire? Alors, par arrêté en date du 18 octobre 2018, la commune de Talence a délivré à une dame un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'un garage existant et la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à l'angle des rues de Trémeuge et la rue du Général Chanzy. Par une requête enregistrée, donc Monsieur Leborgne a sollicité l'annulation de ce permis de construire. Donc, nous avons un certain nombre de choses qui ont été depuis regardées, notamment au niveau du PLU. La métropole nous ayant délivré un avis favorable sur ce point, estimant donc que l'établissement réservé devait faire l'objet d'une modification, d'une suppression totale dans le cadre du PLU 3.1. Donc le permis a donc fait l'objet d'un retrait pour illégalité puisque cette ER existait bien et nous sollicitons donc du tribunal un non-lieu à statuer. Donc Madame Grappin a été informée en avant et invitée également à présenter ses éventuelles observations par écrit avant le retrait comme le prévoit la loi. Voilà, vous savez tout. Décision numéro 5. Nous sommes un peu surpris d'un montant annuel de 53 569,80 pour des travaux de carrelage, alors qu'il y a beaucoup de projets importants sur lesquels ce genre de choses est prévu. Ça me paraît très important comme un montant annuel pour faire juste du carrelage. Hein, oui, mais c'est de l'entretien. Il ne s'agit pas des nouveaux bâtiments. Si par exemple votre idée c'est la piscine, non, justement, je dis que comme la piscine ce n'est pas inclus là-dedans, je trouve que pour faire de la maintenance, c'est quand même un gros montant. Ah oui. Tous les ans. En tout cas, c'est le montant annuel estimé. Donc voilà, il a été fait par les services techniques. Vous allez carreler quoi? Je vais carreler tout ce que les services techniques ont estimé devoir carreler. Je leur fais confiance. Je peux le faire, mais je ne garantis pas la réalité et la réalisation conforme aux règles de l'art. Alors, dans nos... Je rappelle que c'est un marché pour l'entretien de l'ensemble des bâtiments. Hein, donc 53 000 €, vous savez, ça va vite. Alors... là où nous sommes encore plus surpris, c'est sur la décision numéro 9 d'un montant de dépenses de 82 020 TTC pour une étude d'optimisation du patrimoine communal au regard du service offert à la population. Nous nous demandons quel patrimoine est concerné alors qu'il y a déjà des ateliers lancés pour des aménagements, Pexoto Margot, Square Feldman, pour la maîtrise d'œuvre de la Maison des Solidarités, pour la création d'un jardin au Château des Arts, etc. etc. Donc, quel patrimoine vous étudiez pour un tel montant? Madame, chers collègues, je vais vous rassurer tout de suite. D'abord, vous êtes surprise, mais je l'avais déjà annoncé ici. Peut-être que n'étiez-vous pas là, mais je vais vous le redire. Ce que l'on souhaite faire, c'est conduire une étude pour rechercher la meilleure adéquation entre le service et la population communale qui, d'abord, 1, évolue, 2, se modifie.
Donc on a souhaité rechercher un professionnel pour nous aider dans cette démarche. L'idée c'est quoi? Aujourd'hui la ville dispose d'un patrimoine foncier, des Algeco, tout un tas de choses qui sont données donc à des services publics, certains sont mis à disposition des associations, etc., etc. Et dans le cadre de rechercher la meilleure efficience, on souhaite juste avoir une photographie au moment où cette étude est faite, de manière à pouvoir nous dire est-ce qu'on peut, finalement, de la façon dont on le fait toujours, optimiser ce foncier, c'est-à-dire par exemple avoir là où il y a 2 associations qui sont aujourd'hui hébergées, est-ce qu'on ne peut pas en mettre une troisième parce que les créneaux d'une troisième se font à travers là-dessus. C'est exactement la même démarche que celle qu'on a fait pour la Maison des Solidarités, n'y voyez pas malice. Maintenant, si jamais optimiser notre patrimoine... Pardon ? C'est une belle photographie que vous aurez. Et alors d'abord, je ne serai pas la seule à l'avoir, puisque vous l'aurez également, puisque c'est une décision municipale, donc elle concernera l'ensemble des élus, y compris minoritaires. La chose, c'est que je trouve plutôt intéressant le fait qu'à un moment ou un autre, les villes ou les collectivités locales mettent un bouton pause et se dire de quoi sommes-nous propriétaires, qui l'occupe et comment nous pouvons éventuellement optimiser. On l'a vu que dans le cadre de la Maison des Solidarités, il y avait des mètres carrés qui pouvaient être construits de manière à ce que l'on puisse à ce moment-là les mutualiser plutôt que de les avoir dans différents endroits. L'idée, ma chère collègue, c'est qu'un mètre carré, c'est un mètre carré que l'on doit entretenir, parfois que l'on doit carreler d'ailleurs. C'est un mètre carré que l'on doit chauffer, c'est un mètre carré que l'on doit regarder en termes de sécurité. Donc nous l'avons prouvé que nous avons considérablement agrandi notre patrimoine ces derniers temps. Et puis l'idée aussi, c'est que nous avons eu récemment le Château des Arts et que qu'est-ce qu'on peut y mettre comme service, qu'est-ce qu'on peut y regrouper, etc., etc. Et vous y aurez donc accès. Merci. Décision numéro 14. C'est une troisième modif. Ce qui nous étonne aussi, que ces travaux n'aient pas été envisagés avant. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu? Est-ce qu'il y a eu un mouvement de sol? Alors la Terre a tremblé récemment, mais c'est pas lié. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Non, il vise tout simplement à améliorer les performances thermiques du bâtiment et cette modification est un additif à la commande initiale. En général, quand on rénove, on trouve parfois des mauvaises surprises. Là, en l'occurrence, c'est un additif qui vise à améliorer la performance thermique du bâtiment. Bien, j'espère que je vous rassure au fur et à mesure. Je vous remercie. Je profite des décisions numéro 16 et 22 pour demander où en sont les études pour une aire d'accueil des gens du voyage dans le secteur Talence, Villeneuve-d'Ornon, Bèble, Gradignan. Donc vous profitez de quelque chose qui n'est pas donc à l'ordre du jour pour nous poser une question. Non, de mais vous c'est dire... dans les décisions, puisqu'il y a, deux avis, notamment un avis d'expulsion. Oui, voilà. Donc vous savez que c'est quelque chose qui dépend de la CLECT et d'un point de vue métropolitain. Notre collègue Jean-Jacques pourrait vous en parler mieux que ça. Il s'agit donc de trouver des terrains, notamment il y a des terrains rive droite à proposer. Et donc ce sont des négociations qui sont en cours avec le préfet et l'ensemble des parties prenantes. Donc les candidats ne se bousculent pas forcément non plus trop au portillon. On sait qu'on a identifié des manques. Et puis il faut se dire que les populations que l'on accueille temporairement, ce sont les populations qui étaient à Rive d'Arcin quelques semaines auparavant, qui vont donc se retrouver après, etc., etc., etc. Donc il faut qu'on ait une réponse métropolitaine, et c'est la raison pour laquelle c'est la CLECT et la métropole qui est compétente pour ce faire. Mais je crois que les négociations avancent. Mais ce n'est pas si simple que ça à trouver une aire qui en plus satisfasse tout le monde, y compris le préfet qui, je crois, avait donné un avis défavorable sur la précédente proposition de la métropole. Donc on ne peut pas nous accuser de faire des propositions et de se faire retoquer systématiquement. Monsieur Casabonne. Oui, sur ce sujet, il y avait eu de grandes discussions entre Alain Juppé et le préfet, de personnalités qui nous ont quittés, à ce sujet. Et le préfet menaçait de ne plus pratiquer les expulsions tant que la métropole ne se serait pas mise en régularité avec les textes et aurait donc cette troisième ère. Alors, il y avait des propositions de la préfecture, notamment sur la ville d'Ambarès, mais il faut reconnaître qu'Ambarès a déjà largement son quota de gens du voyage, y compris sédentarisés. Donc lui-même était hostile là-dessus. Le maire de Saint-Aubert, à une époque, avait proposé un terrain et sa population s'y est opposée. On est toujours d'accord pour accueillir, à condition que ce ne soit pas chez soi. Là-dessus, il y a eu un agacement des deux côtés du préfet d'Alain Juppé. Finalement, Alain Juppé a dit, si nos propositions ne vont pas, puisqu'il avait refusé, eh bien, prenez la décision vous-même, je vous laisse choisir. Et on en est là. Mais les deux personnalités sont parties, donc je ne sais pas où en est actuellement la discussion. Nul doute que Madame la préfète aura sûrement son avis
à donner. Enfin, la décision numéro 21, il m'avait semblé que pour la Maison des Solidarités, le projet devait passer par le CCAS. Or là, il semblerait qu'il y ait une désignation de la maîtrise d'œuvre par la mairie en direct. D'abord, ces décisions, on n'a que le début d'un travail de réflexion avec les architectes, mais c'est la mairie qui est maîtresse d'œuvre là-dessus, c'est l'argent public. Le CCS, c'est une association qui dépend de la mairie, mais ce n'est pas la CCS qui... Alors le CCS est étroitement lié, mais c'est bien la mairie qui porte le projet. Parce que, effectivement, il avait été dit aussi qu'il y aurait une subvention exceptionnelle de la Fondation de France pour cette maison, et que donc la Fondation de France ne pouvait pas donner une subvention à la mairie et donc donner une subvention à la CCAS. C'est pour ça que le CCAS était mandataire du projet. Je n'ai pas dû tout comprendre. Monsieur Goyer va peut-être pouvoir vous éclairer sur ce point-là. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, en fait, le CCAS, dans ce programme, a mandaté une étude exploratoire, d'où l'intervention d'une programmiste. Le reste du programme suit les procédures des marchés publics et dans le respect de ces procédures-là, d'où l'intervention de la ville qui porte ensuite le projet, qui est maître d'œuvre sur ce projet. Et concernant la subvention, alors, c'est une information erronée ? Alors, à ma connaissance, le plan de financement n'a pas été arrêté. Donc, les modalités pratiques du versement de cette subvention n'ont pas été arrêtées encore. Croyez bien que nous ferons tout pour récupérer toutes les subventions auxquelles ce beau projet aura le droit. Madame Grélard. Alors, un petit complément. Donc sur la décision numéro 11, il s'agit donc d'accords cadres sur des contrôles divers et variés, coordination SPS et SSI. Est-ce que c'est sur des projets particuliers déjà ou non? Non. Alors les services afférents donc au contrôle technique concernent le contrôle de stabilité de la conformité mécanique des matériels d'éclairage, la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et la coordination des systèmes de sécurité incendie. Donc, mais généraux sur la ville? Oui. Ah d'accord. Voilà. Je n'avais pas compris. Et de vous dire que le lot 2, le contrôle stabilité, a été déclaré sans suite du fait de l'absence de pli en réponse et donc il va être relancé. Relancé, d'accord. Alors sur la 17, est-ce que vous pourriez nous dire à quel site sont destinés les matériels envisagés? Écoutez, j'ai préparé cette réponse et je vais donc vous le dire de tête. Marmite avec agitateur pour 96 000 € aux cuisines centrales. Pardon, monsieur le maire, je ne vous demande pas le listing et le détail, juste pour quel site ils sont envisagés. Mais vous me laisserez dire quand même que nous allons acheter une marmite avec agitateur à 96 000 €. Extrêmement intéressant. Merci, ainsi que des containers à 12 000 €, ça c'est pour les cuisines centrales. Vous dire qu'il y a dans ce budget 3 000 € des frigos partagés, qui est un projet du budget participatif. Nous y retrouvons donc, il y a une armoire froide qui partira à Albert Camus, Jules Curie, Jules Michelet. Une table en inox et une armoire en inox à Gambetta. Paul Lapie élémentaire recevra des tables de tri. Pareil pour Georges Lasserre, Camus, Curie, Gilles Michelet et Maurice Ravel. Les fameuses tables de tri qui nous permettent aussi de sensibiliser les plus petits sur la réduction des déchets et de la consommation souvent trop importante que l'on fait. Voilà. Je vous remercie. Je pensais bien à une réponse type développement durable dans les écoles. Eh bien voilà. Parfait. Merci. Un gros investissement de la ville pour le développement durable. Un de plus, vous me direz. Mais au cas où vous ne le disiez pas, je vous le dis quand même. Allez-y. D'autres questions? Non? Toujours monsieur le maire, délibération numéro 3, composition de la commission municipale permanente chargée des questions d'urbanisme. Modification. Oui, alors vous le savez, donc, monsieur Thierry Gelé, comme je vous l'avais annoncé, ne souhaitait plus sujet dans cette commission. Il était le suppléant de monsieur Gestin. Et je vous propose madame Simone Bonoron comme suppléante de cette commission d'urbanisme. Les votes. Abstention. Abstention. Abstention? On ne prend pas part au vote. Vous ne prenez pas part au vote. Je vous remercie. Rapporteur, monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances, aux propriétés communales et à la requalification du quartier de Thouars. Délibération numéro 4, subvention exceptionnelle au centre social Mixité Festival
Plénard. Alors, il s'agit, comme nous en avons l'habitude, de concrétiser des subventions versées par les conseils communaux, en tout cas attribuées par les conseils communaux, dans le cadre des enveloppes qu'ils possèdent chacun. Je vous rappelle, 5 fois 20 000 euros, une somme de 100 000 euros au total. Et donc, le conseil communal Ouest a souhaité soutenir Mixité cette année à hauteur de 3 000 euros dans le cadre du festival en plein art, et compte tenu, je crois, de toute l'implication d'un certain nombre d'habitants du quartier. Mais je suis sûr que Josie se tiendra à votre disposition pour compléter mes propos si nécessaire. Avez-vous des questions? C'est un beau festival qui se déroulera en juillet, comme chaque année. Et beaucoup d'habitants du secteur Crespy-2-Santillane, qui n'est pas reconnu, je vous l'ai déjà dit, en secteur politique publique de la ville. Et ces habitants sont impliqués en tant que bénévoles, et ça, c'est heureux. Les votes pour, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, toujours M. Gestin, subvention exceptionnelle au centre social Mixité Connectoire. Il s'agit du même principe de délibération, mais ce coup-ci, c'est toujours le Conseil communal Ouest, excusez-moi, qui souhaite soutenir Mixité à hauteur de 2 500 euros. Et là, nous sommes dans la 5e édition de Connectoires. Très bien, parfait. À l'unanimité, le groupe majoritaire. Merci. Pardon, excusez-moi. Madame Grélard. Oui, juste souligner l'objectif de cette manifestation qui est vraiment adressée aux familles pour la lutte contre l'illectronisme, mais aussi l'accès à l'informatique, l'accès au numérique et aux jeux vidéo en maîtrisant vraiment toutes les dimensions. Et il me semble que c'est extrêmement important que dans des situations familiales et jeunesse, on puisse se soucier de ce sujet. L'inclusion numérique, voilà un beau sujet. Bon, par contre, pour celles et ceux qui ont connu certaines consoles et ordinateurs, ça donne quand même un petit coup de vieux quand même. Il faut dire ce qui est. Madame Desguers. Dans le cadre des politiques de prévention, je rajoute que ce festival Connectoires permet aussi de prévoir ou d'empêcher les addictions, puisque ça existe notamment chez les jeunes, et en même temps, ça soutient les familles dans le cadre du soutien à la parentalité qui explose sur notre territoire. Merci. Donc les votes à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association du foyer social éducatif du collège Henri Brisson. Alors une subvention peut-être un peu particulière, mais en tout cas nous avons été sollicités par l'association du foyer social éducatif du collège pour un projet d'embellissement et de réaménagement un peu de la cour, compte tenu de la densité importante du nombre d'élèves dans cet établissement qui est passé de un peu moins de 400 à presque 600 élèves en très peu de temps. Il nous a semblé important de les accompagner et donc je vous propose d'autoriser une subvention de 3 000 euros à cette association. Madame Rami. Juste par curiosité, quels sont les autres financeurs de ce projet ? Alors, il me semble effectivement que la ville n'est normalement pas financeur des collèges, mais peut-être que le département va vous répondre. Oui, bien entendu, nous sommes financeurs, cofinanceurs, puisque par l'investissement qui est demandé particulier sur ce projet, projet extrêmement intéressant puisqu'il a été travaillé par les élèves et les familles et les enseignants pour une meilleure inclusion filles-garçons dans l'espace de la cour, mais aussi dans les activités. Et donc, tout ce qui est proposé était vraiment un projet à la fois de l'égalité, mais aussi un projet citoyen. Donc, le département, bien entendu, cofinance largement l'investissement nécessaire. Alors, pour compléter, c'est quand même un peu regrettable que c'est aux villes maintenant de cofinancer ce type d'opération, pour avoir vu
le collège, puisque le foyer va participer à hauteur de 900 €. La ville de Talence 3 000, le département devrait prendre à sa charge normalement 7 000, mais c'est un budget qui n'est pas encore attribué. On a fait le choix. Voilà, normalement, ce n'est pas dans nos compétences strictes, puisque c'est au département d'en assumer la compétence, mais j'ai cru comprendre que sur ce dossier-là, il n'aurait pas toutes les subventions demandées. Donc nous avons fait le choix d'aider le collège, au cas où ça complète votre réponse. Monsieur Deluy. Non, alors d'abord, c'est pas vraiment comme ça que les choses se sont passées. Ensuite, il y a des notions de cofinancement que vous n'êtes pas évidemment sans ignorer. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que nous passons bien entendu par cette voie de l'association, de subvention à l'association, puisque la ville qui a souhaité s'associer, c'est très bien, à ce projet-là, ne peut pas financer directement le collège. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Oui, je vous sens très embêté, mais si jamais le département voulait... Pas embêté, je vous ai pas, monsieur, mon cher collègue, si jamais on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ne coupez pas la parole, je ne vous coupe pas la parole. Je vous dis juste que normalement, c'est au département d'apporter les réflexions des cours des collèges. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve des subventions différentielles pour pouvoir payer ces équipements-là. C'est tout ce que je dis, et ça s'est passé exactement de cette façon-là. Monsieur Casabonne. Non, juste une petite correction dans l'expression de notre collègue. Je pense que notre collègue voulait dire que vous n'étiez pas sans savoir. Parce que vous n'étiez pas sans ignorer, ça signifie que vous l'ignoreriez. Non, mais c'est juste pour la compréhension de nos échanges. Et j'ai une petite question naïve, parce que je ne me souviens plus. Quelle est l'intervention du département sur les équipements sportifs des collèges privés? Je ne me souviens plus si vous intervenez ou pas. Non, je ne sais pas. Compte tenu que ce sont des enfants talentés qui sont aussi là, est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, mais ma question est naïve. Bien, je vous propose donc de voter. Bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Maintenant, si le département veut tout prendre en compte, on peut retirer la délibération. Hein. Il n'y a aucun souci. Moi, je serais très ravi de mettre 3 000 € dans un autre organisme culturel. Puisque nous avons, Arnaud Deluy et moi-même, porté personnellement ce projet auprès du vice-président Guy Moreno. Et il s'agit bien d'un projet pédagogique et pas un projet d'investissement, d'équipement. Voilà. Et comme il s'agit d'un projet pédagogique, ça prend des voies différentes. C'est un projet pédagogique qui s'est rajouté aux autres projets déjà financés. Et donc, il n'y avait aucun problème, même pour financer la totalité. Donc, c'est bien qu'il y ait qu'un cofinancement et que le foyer participe. C'était aussi un acte volontaire. Donc je ne vois pas ce qui pose problème. Je n'ai pas de problème, c'est juste qu'on nous a posé la question pourquoi intervenons-nous au département alors que c'est le département qui le fait. C'est juste, moi je réponds à la question, vous savez. Je suis un élève discipliné. Je vous ai donné la réponse. Oui, mais c'est votre réponse, c'est votre vérité, en l'occurrence pas tout à fait la bonne. Monsieur Gestin. Pardon ? Monsieur le maire, je vous proposerai un tout petit amendement par rapport à ce que vous avez dit. Nous pouvons très bien voter la délibération, mais si le département prend l'intégralité, nous ne sommes pas obligés de la verser. Et nous consacrerons effectivement cet argent à d'autres tâches. Une opération de sécurité, bon, avec des bancs, des tables, des jardinières, pelouse synthétique, pelouse décoration. Montant total 12 000 €. C'est une belle opération, en tout cas. Les votes. Pour. Les verts. Pour. Merci. Délibération numéro 7. Toujours Monsieur Gestin. Appel à projet, reconversion des terrains Acapulco-Chanteclair, cession des parties de parcelles BE 372 et BE 348. Voilà, mes chers collègues, vous vous rappelez de cet appel à projet que nous avions lancé sur les terrains d'Acapulco. Je ne referai pas tout l'historique. Nous avions délibéré en janvier de cette année pour choisir, suite à un groupe de travail qui avait été mis en place, qui avait choisi à l'unanimité l'un des deux soumissionnaires, à savoir le groupe de Monchy, qui nous avait fait une offre financière à hauteur de 300 000 € net vendeur. Je vous rappelle que nous avons un cahier des charges important sur cette opération, à la fois dans la végétalisation, dans tout l'aspect développement durable autour de ce bâtiment, mais également dans le contenu, puisque nous avons souhaité apporter à cet endroit du tertiaire et de l'activité économique. Donc après avoir choisi le prestataire, il convient désormais de mettre en place tous les actes pour pouvoir procéder à la vente au groupe en question d'une parcelle d'une contenance de 1527 m² et pour un montant de 300 000 € net vendeur.
Madame de Marco. Oui, donc effectivement, ce projet de reconversion sur ces terrains à Acapulco est intéressant. On ne peut que regretter donc la faible somme, 300 000 euros, mais j'ai souvenir que l'autre groupe qui avait aussi présenté un projet était encore en dessous. Donc comme c'est quand même, à notre avis, en dessous du marché, 300 000 euros sur ce terrain, nous allons nous abstenir. Bien évidemment, nous aurions pu vendre ce terrain beaucoup plus cher. Ça n'aurait pas été le même projet et ça aurait été avec une densité beaucoup plus importante. À partir du moment où on fixe un cahier des charges qui restreint et qui fixe un certain nombre de contraintes, effectivement, en tout cas, la priorité n'a pas été de vendre au plus cher, il a été de vendre avec le bon projet au bon endroit. Madame de Marco, je suis sûr que vous avez noté que le bâtiment la façade sera végétalisée et il accueillera des panneaux solaires. Oui, alors, bien sûr, oui, mais je connais le Ce qui projet, je l'ai vu. Ce qui n'avantage rien au prix. Je vous dis, méfions-nous de la végétalisation, puisque je vois l'INRIA où j'habite à côté, où ils doivent entretenir à peu près tous les 4 mois, échanger la végétalisation, parce qu'ils ont fait un mauvais procédé. Et ça ne fonctionne pas toujours, la végétalisation. Il faut être prudent. Nous sommes prudents. Mais là, je pense que la société qui a proposé est effectivement une société très intéressante qui a donc un process qui fonctionne bien. On verra. Ma question était juste de souligner, effectivement, ils sont très sérieux, que vous voyez que quand on fait certains bâtiments, on est capable d'intégrer encore plus de prescriptions environnementales. Les votes, donc, abstention des Verts, pareil. Pour ? Merci. Rapporteur, Madame Fabre-Tabourin, adjointe déléguée à la participation citoyenne, délibération numéro 8, règlement du budget participatif, modification. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je dois d'abord préciser que cette modification du règlement du budget participatif est le résultat du travail du groupe de travail participation citoyenne et qu'il s'agit d'une première modification puisque nous avons d'ores et déjà en réflexion d'autres thématiques à modifier dans ce règlement du budget participatif. Donc il s'agissait là de modifier l'article 6 du règlement du budget participatif en insérant un critère d'impact ou non-impact sur la tranquillité du voisinage. Force est de constater qu'on a dû parfois dans les projets proposés dans les éditions précédentes analyser l'impact des projets sur les riverains. Donc il semblait cohérent de rajouter ce critère dans notre règlement, ce qu'on fait rapidement, puisque je vous rappelle que la prochaine édition du budget participatif est en cours de dépôt. On a profité de cette délibération pour corriger également une erreur matérielle dans le même article. En effet, s'agissant des compétences exercées par la ville et classées par catégorie, il convient de lire 6 catégories et non 5. Aménagement d'espace public, nature et environnement, citoyenneté, solidarité et vivre ensemble, culture, sport et patrimoine, mobilité et économie. Voilà, donc il s'agit de valider cette première modification du règlement du budget participatif qui, j'en suis certaine, fera l'objet d'autres modifications puisque nous sommes en train de travailler dessus avec le groupe de travail participation citoyenne. Et de vous dire que nous tremblons chaque année pour savoir si les Talençaises et les Talençais vont encore nous proposer des projets. On a déjà plus de 20 projets qui ont été déposés sur la plateforme et donc ils sont en cours d'instruction par les services avant le vote. Vous avez sûrement vu que Talence s'est paré de quelques affiches pour inciter les personnes à déposer leurs projets jusqu'au 25 mai, si mes souvenirs sont bons. Monsieur Deluc. Oui, monsieur le maire, madame l'adjointe, c'est une bonne chose en soi de rajouter un tel critère. Mais du coup, qu'est-ce qui est prévu pour le préciser ? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui est prévu pour le préciser ? C'est-à-dire que, je peux donner un exemple, bien entendu, tout à fait caricatural, mais imaginons que vous ayez un riverain qui dit qu'un nichoir à chauve-souris, pour lui, c'est un dérangement. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour border, on va dire, cadrer précisément ce type d'interprétation ? Parce que malheureusement, la subjectivité a toute
marge si on reste sur la phrase telle qu'elle est donnée. Madame Fabre-Tabouin. Alors, l'impact du nichoir à chauve-souris, sauf qui est dans le voisinage un amateur de moustiques, à mon avis, on fera preuve d'autorité et on considérera que l'installation de nichoirs à chauve-souris n'a pas d'impact sur la tranquillité du voisinage. Il s'agit de critères de bruit, bien sûr, de fréquentation, admettons et on en a des projets, admettons un projet de skatepark, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut s'analyser en termes d'impact sur les riverains. Ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, dans l'attente de cette modification du règlement, d'abord, on demande aux porteurs de projets d'apprécier l'impact de leur projet. On les soumet à la votation sous réserve quand on considère, nous, qu'il y a un impact, et c'est bien la commission qui analysera les projets. C'est pour ça qu'on voulait le mettre tout de suite, rajouter ce critère-là tout de suite, et c'est la première série d'un nombre de modifications dans le règlement du budget participatif. Mais comme on ne voulait pas bloquer le déroulé de l'édition 2019, on a pris les choses dans ce sens-là, parce qu'il y a des tas d'autres sujets. On a déjà eu des échanges ici sur ce qu'on peut faire évoluer dans le règlement du budget participatif. C'est encore un projet relativement récent. Bien sûr, ça laisse la place à la subjectivité, mais il faut quand même se rendre compte que certains projets qui nous sont proposés, que les gens seraient ravis d'avoir, mais pas devant chez eux. Donc l'idée, c'est aussi de prendre en compte ça. Le budget participatif, ça doit être un moment un petit peu de convergence citoyenne, où chacun peut s'exprimer, mais pas forcément de prendre un projet qui va affecter la qualité de vie des uns et des autres. Donc il faudra essayer de trouver ce critère, et moi je fais entièrement confiance à la Commission pour trouver le juste milieu entre la chauve-souris qui ne dégrange pas grand monde et un skatepark qui est tout aussi important, mais qui peut avoir un impact diurne et nocturne en termes de son plus important. Et l'idée, comme le rappelait Madame Fabre-Tabourin, c'est que parfois des projets nous sont donnés sur un quartier. En l'occurrence, le skatepark, c'était les quartiers nord. Le quartier nord, c'est quand même relativement compliqué à définir, et donc l'idée, c'est aussi que le riverain, enfin le porteur de projet, le citoyen, soit confronté à cet aspect-là et peut-être puisse trouver des solutions plus facilement que ne le ferait la mairie, ou plus rapidement en tout cas. D'autres remarques? Madame de Marco a levé le doigt avant, Monsieur Guérin. Ah, vous lui laissez. Madame Guérin. Monsieur Guérin, pardon. Excusez-moi. Donc, on peut se féliciter quand même de cette première réunion du groupe de travail qui a, à force de débats, de négociations, permis quand même à la fois de prendre en compte l'intérêt collectif général et effectivement des éventuelles contraintes plus locales. Et je note quand même que ça n'a pas... ce qui a évolué dans le groupe de travail, c'est qu'il y a effectivement bien pris en compte la demande du projet qui est mis à disposition, à l'information de tous les citoyens sous réserve. Et là, après, ça permet effectivement, dans une deuxième étape, à tous les citoyens de participer à ce qu'on a proposé, donc une concertation sur une problématique plus locale de tranquillité, donc dans l'espace de vie, la notion d'espace de vie qui est effectivement un peu à déterminer. Mais au final, c'est effectivement de la responsabilité des élus en charge du projet de dire, en l'expliquant, de dire oui ou non s'il y a des notions de contraintes personnelles ou pas, et de reboucler sur l'intérêt général. Voilà. Donc je pense que c'est toute cette transparence qui a été mise en valeur dans cette décision-là. Je vous remercie de l'avoir souligné, mon cher collègue. Madame de Marco. Bon, je ne savais pas trop ce qu'elle dit rarement, mais je vois qu'il fait une intervention constructive. Une fois n'est pas coutume, comme à chaque fois. Et moi, je vais en faire une autre également constructive, puisque je reviens sur la proposition de ce fameux groupe de travail participation citoyenne, où il y a 12 personnes, 10 élus, 2 citoyens. Et surtout, Carmen m'a dit, et ne le redis pas là, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est très poli, etc., et un peu timide, qu'il y avait très peu d'élus présents, et pratiquement les citoyens étaient peut-être majoritaires dans ce groupe-là, pourtant ils étaient fort peu nombreux. Alors moi je reviens
en vous disant, commençons à modifier, c'est un groupe de travail, participation citoyenne, arrêtons de faire dire que c'est participation citoyenne, quand il y a 2 citoyens, 10 élus, beaucoup ne viennent pas, ne participent pas. Monsieur le maire, je vous ai dit qu'à Bayonne, une ville que vous appréciez particulièrement... Qui m'est interdit de chérir désormais, hein, selon les instructions. Donc je ne suis plus basque, instructions, vous donc on savez. ne parle pas de Bayonne. Il y a une ville qui commence par B. La plus belle ville du monde. Dites la plus belle ville du monde, je reconnaîtrai tout de suite. Allez-y. Avec Le talent, groupe de monsieur. travail est de 20 personnes, 10 citoyens et 10 élus. Et je trouve que c'est très équitable pour un groupe qui fait cette énorme participation citoyenne. C'est tout. Madame Fabre-Tabourin. Ma chère collègue, je proposerai ça au groupe de travail. En l'occurrence, moi j'ai le sentiment que quand on est trop nombreux, on travaille mal. Donc je n'ai pas d'avis. D'abord, je considère que les élus sont des citoyens, pardon. Je me considère parfaitement citoyenne. Et donc je trouve ma place dans un groupe de travail sur la participation citoyenne. Ça, c'est le point 1. Le point 2, comme ça relèvera du groupe de travail de la participation citoyenne, nous échangerons. Mais je crois qu'on a des tas d'autres sujets sur lesquels échanger et avancer. Donc moi, je veux bien qu'on polémique sur la composition du groupe, sur le fait de créer un groupe de travail, de ne pas le créer, etc. Le fait d'être sincère dans la démarche de participation citoyenne. Et je veux bien que systématiquement la sincérité de cette démarche soit remise en cause. Je le veux bien. Mais nous continuerons à travailler sérieusement et de façon, en effet, citoyenne. Moi, je note que la première réunion, il y avait 8 personnes qui étaient présentes, toutes d'excellente qualité, dont M. Guérin, effectivement, et qui avaient des présents excusés. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que les agendas des différents élus est parfois un peu compliqué. Je pense qu'on apprend aussi en avançant. Essayons de donner un peu une chance. Vous nous l'aviez proposé d'avoir cet échange-là. Moi, je remercie encore mon cher collègue Armand Guérin de noter que quand ça va dans le bon sens et qu'on arrive à co-construire ensemble, on arrive toujours à trouver des choses qui sont positives pour le territoire. Les votes. Ah mais attendez, je vous demande quand même votre vote. Pour. Merci, à l'unanimité. Rapporteur, Madame Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Délibération numéro 9, reconduction d'un poste d'ETAPS responsable des équipements sportifs terrestres. Oui, alors le contrat de cet agent arrive à échéance le 21 mai prochain. La collectivité étant très satisfaite de ses services, elle souhaite reconduire dans ses fonctions cet agent. Le salaire brut de cet agent étant un tout petit peu supérieur à 2 000 euros, 2 049,53 € pour devancer d'éventuelles questions que je voyais dans vos yeux, mon cher collègue. Décidément, nous sommes en communion ce soir. Je vous écoute. Avez-vous des questions? Non. Les votes? Pour? Très bien. Délibération numéro 10, création d'un poste au service municipal emploi. L'agent en charge de l'animation de l'espace dédié aux demandeurs d'emploi actuellement a sollicité un congé parental de 6 mois. Son poste est essentiel au service emploi. Nous demandons donc de le remplacer à hauteur de 80% jusqu'au 30 septembre 2019. Ce qui donne un salaire brut de 1 629,81 €. Les votes ou les questions pour? Madame Congos, je suis désolé, je ne vous vois pas. Pour? Merci. Eh bien, écoutez, chose promise. 2 questions orales nous ont été adressées. Alors, on va commencer, j'allais dire c'est par les dames, mais non, les 2 sont des dames. Nous allons commencer par la question de Madame Grélard-Nédélec. Vous dire, ma chère collègue, que j'ai été sollicitée par les services, car votre question est arrivée à minuit 10. Et que dans ma grande mansuétude, j'ai décidé que nous donnerions droit à une réponse sur cette question, étant donné que vous n'aviez pas pu poser de questions sur les 2 conseils municipaux précédents, et que les 10 minutes étaient peut-être un créneau ou un fuseau horaire, que vous avez peut-être envoyé le mail de 10 minutes en avance, et donc nous faisons droit à votre question, mais je devais le spécifier, puisque normalement, selon le règlement intérieur, on doit faire comme ça, mais il n'y avait pas de problème. Donc posez votre question sur les incidences financières de Lola Blanquer, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre immense bonté, monsieur le maire. Je vous en prie. Alors, monsieur le maire,
Dans la nouvelle loi École de la confiance, dite loi Blanquer, l'article 2 stipule que, je cite, « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Les collectivités sont tenues de participer aux frais de scolarité de tous les enfants de la commune, qu'ils soient scolarisés dans le public comme dans le privé. » Quel sera le montant supplémentaire de la dépense pour la commune de Talence pour l'année 2020 et l'estimation pour les 3 années suivantes, en suivant la projection des naissances et inscriptions en maternelle, d'une part pour les écoles publiques, donc y compris la potentielle obligation d'agrandir les écoles nécessitées de dortoirs, par exemple, et de mettre à disposition du personnel supplémentaire, d'autre part pour les écoles privées. Je vous remercie. Monsieur Duhart va vous répondre. Oui. Alors, ma chère collègue, d'abord, cette loi ne va pas changer grand-chose pour Talence, sauf pour le privé, je vais y venir. Concernant le public, ça ne change rien puisque nous scolarisons déjà tous les enfants de 3 ans. Donc de ce côté-là, tous. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème pour le public. Pour le privé, effectivement, on va être tenu de financer, de subventionner, appelons ça comme on veut, les maternelles privées, comme nous le faisons actuellement pour les élémentaires, Saint-Genès et Notre-Dame-Sévigné. Alors, la maternelle ne concerne que Notre-Dame-Sévigné. Il n'y a pas de maternelle à Saint-Genès-Talence. Notre-Dame-Sévigné, la maternelle, aujourd'hui, compte 124 enfants. La dotation par élève, alors, on n'a pas le montant exact pour les maternelles, mais en élémentaire, c'est, pour arrondir, pour prendre des chiffres ronds, c'est 1 000 €, un petit peu plus de 1 000 € par élève. Ça sera plus cher en maternelle, puisqu'il va falloir qu'on intègre les ASEM. Donc ça sera plus cher. Il est possible qu'on aille vers le double. Bon, donc multiplié par 124, vous voyez, en gros, on serait aux alentours de peut-être de 5 000 €. Mais il faut qu'on chiffre précisément l'impact des ASEM sur le montant de la subvention, de la dotation. Concernant les effectifs, alors on assiste actuellement en maternelle à un ralentissement de l'augmentation des effectifs. Ça avait baissé, les 2 dernières années, ça avait très légèrement baissé. Là, ça se stabilise. Alors, bien sûr, on sait tous qu'il y a des programmes immobiliers sur Talence. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Pour l'instant, l'impact n'est pas très important. On a quelques inscriptions, mais pour l'instant, c'est relativement faible. On devrait rester dans les chiffres que je vous ai cités. Notre-Dame-Sévigné, les effectifs sont complets en maternelle, donc je ne pense pas qu'ils prendront d'autres enfants, ou très peu à la marge. Donc on devrait rester dans cet ordre de grandeur. Pour l'instant, il ne s'avère pas nécessaire de construire des écoles encore moins, mais même des classes ou d'agrandir les écoles maternelles. En élémentaire, vous savez qu'on ouvre une classe à la rentrée à l'école Gambetta. En maternelle, comme je vous disais, ça stagne. Donc pour l'instant, par le jeu des glissements, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quand ça se remplit au nord, on envoie un peu plus vers le centre, un peu plus vers le sud. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, vous avez raison, il faut savoir anticiper. On y réfléchit. C'est une préoccupation permanente du service, et d'ailleurs de Monsieur le maire, puisqu'on doit avoir... Quelqu'un est tombé? Non. On doit avoir une réunion à ce sujet. Voilà, donc on doit réfléchir, mais pour l'instant, voilà, il n'est pas nécessaire d'agrandir des écoles maternelles. Oui, une précision, la loi, puisque Monsieur le sénateur, la loi a été votée en première lecture à l'Assemblée, elle arrive au Sénat, je crois, le mois prochain, c'est ça? Et donc, après, il faut attendre le texte définitif et le décret d'application pour savoir exactement ce qu'il va y avoir dedans. Monsieur le sénateur. Oui, justement, parce qu'il y a des intentions d'amendement à cette loi.
par rapport à ça, le gouvernement, lors d'une question d'actualité, avait eu l'air de dire qu'il allait aider les villes à ouvrir. Mais aider les villes mais ils n'ont pas parlé de ceux qui le faisaient déjà. Actuellement, il y a plusieurs sénateurs qui ont décidé de déposer des amendements en disant il faudrait aussi penser à ceux qui l'ont déjà fait et les aider à la réalisation ou à compléter cette démarche. Donc ça sera des amendements. Deuxième amendement, il y a le problème de l'article 6, alinéa 4, sur lequel nous avons demandé à réécrire cet article qui va toucher toutes les intercommunalités d'ailleurs, y compris les grandes. Oui, pour compléter ce que vient de dire Alain Casabonne, c'est qu'en principe, si l'État fait ce qu'il dit, en principe, ce que nous serions amenés à verser à Notre-Dame-Sévigné serait remboursé, tout parti. Voilà, il faut attendre exactement ce qui va se dire et surtout ce qui va se faire. Madame Grella, est-ce que ça vous a satisfait? Il n'y a pas de questions complémentaires? Non, il n'y a pas de... Je vois que, voilà, pour l'instant, les choses ne sont pas encore vraiment fixées. En tous les cas, pour la ville de Talence, ça concerne uniquement donc Notre-Dame-Sévigné. Et a priori, il n'y aurait pas besoin... On pense par exemple bien sûr au personnel supplémentaire puisque souvent les enfants arrivent à 3 ans et demi voire 4 ans, hein, enfin en tous les cas en fin d'année. Donc on sait bien aussi que l'arrivée potentielle à 3 ans c'est moins de grands dans les crèches et donc un basculement vers les tout petits. Et on sait que l'accueil des tout petits dans les écoles maternelles nécessite du personnel supplémentaire et quelquefois des locaux de dortoir un peu plus vastes. Merci de votre réponse. Alors, d'abord de rappeler effectivement qu'on a une sorte de tropisme. Hein. Les effectifs de maternelle à Talence, depuis plusieurs années, plus de 5 ans glissants maintenant, n'augmentent pas la différence de beaucoup d'autres villes autour de nous qui ont connu des augmentations très significatives. La deuxième chose, c'est que notre ville, vous le savez, elle a mis en place des investissements à court et à long terme. D'ailleurs, certains ont été subventionnés par le FDAEC, notamment la classe supplémentaire à Gambetta. Là, on est chez les plus grands. On a bien évidemment demain le grand projet de la réhabilitation de Paul Lapie qui pourra servir aussi de pivot géographique au niveau de la commune. De toute façon, l'éducation est un budget prioritaire de la ville. Si demain on devait mettre des moyens supplémentaires en plus de ceux que l'on donne déjà, on s'assurera qu'ils soient mis en place pour les tout-petits, parce que je crois qu'on a là une des missions principales et fondamentales des communes. Madame Demarco, la parole est à vous. Ah, je vois Madame Demarco, donc vous le citez. Monsieur Guin, donc. Merci. Monsieur le maire, suite à la réunion sur la sécurité publique organisée le mardi 19 mars, nous avions demandé des informations complémentaires. Demande restée sans réponse à ce jour. Aussi, quand pourriez-vous nous transmettre là où les conventions de coordination en cours avec la police nationale, la demande d'autorisation d'installation de vidéoprotection et ses finalités, ainsi que l'avis de la commission départementale de vidéoprotection et l'arrêté préfectoral d'autorisation. La liste des demandes, des matériels et armements à disposition de la police municipale, ainsi que la demande d'autorisation motivée et la réponse préfectorale pour ce type de matériel. Par ailleurs, compte tenu du fait que les flashballs sont des armes de maintien de l'ordre et que cette mission ne fait pas partie des prérogatives de la police municipale, nous vous avions demandé également de réformer ce matériel et de le supprimer de l'arsenal à disposition de la police municipale. Quelle est votre position sur ce sujet? Alors oui, d'accord, vous n'avez pas tout à fait lu. Très bien. Bien, le 19 mars, les élus, opposition et majorité, ont, comme vous le soulignez, bénéficié d'une présentation des missions, équipements, matériel de la police municipale et des agents de surveillance de la voie publique. À cette occasion, il vous a été donné le nombre, le type et les catégories d'armes dont disposent les policiers municipaux. Comme vous le demandez à nouveau et dans cet esprit de concorde, je vous confirme et vous réitère donc que la police municipale dispose de une matraque télescopique par agent, soit 12, catégorie D, 5 tonfas, catégorie D, une bombe lacrymogène de moins de 100 ml par agent, soit 12, catégorie D, 4 bombes lacrymogènes de plus de 100 ml,
catégorie B, 2 flashballs, catégorie C, et désormais de 6 pistolets à impulsion électrique, catégorie B. Concernant votre question plus générale sur l'armement de la police municipale, il est fondamental de préciser que cette dernière s'inscrit aujourd'hui dans un contexte qui a fortement et malheureusement évolué ces dernières années. La ville participe et organise des manifestations qui constituent des rassemblements importants de plusieurs milliers de personnes sur le territoire, le festival ODP, la fête de la musique ou bien encore le 14 juillet pour ne citer que, et pour lequel les risques et les menaces inhérents à ce type d'événement n'ont cessé d'augmenter. Je ne peux bien sûr publiquement ne jamais citer tout ce que nous sommes au courant lorsque ces manifestations se déroulent, mais croyez bien, chers collègues, que quand on parle de risques et menaces, il s'agit bien d'une réalité et pas d'un fantasme ou d'un sentiment. Je rappelle aussi que ce type d'opération est en appui de la police nationale. Il apparaît donc souhaitable que la police municipale puisse disposer d'armes de catégorie C, donc flashball, ou de catégorie B, en cas d'incident grave. À l'inverse, il n'apparaît bien sûr pas opportun de doter les agents d'un tel équipement dans le cadre de leur mission quotidienne de police de proximité, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans cette optique, il a été procédé à l'acquisition de 6 PIE et à la formation juridique et pratique de l'ensemble des agents de la police municipale qui devrait s'achever à la fin du mois de mai. L'idée, c'est quoi, mon cher collègue? C'est d'avoir l'équipement de flashball pendant les mouvements et pendant les rassemblements très importants de personnes. ODP, c'est près de 6 à 7 000 personnes qui sont réunies. Par contre, de ne jamais avoir ce type d'armement dans le cadre des missions, on va dire, quotidiennes et routinières de la police municipale. Vous dire aussi que ça fait 16 ans que nous avons ces armements et qu'il n'y a jamais eu de déclenchement ni intempestif, ni bien sûr à destination contre un individu. Pour votre parfaite information, 10 agents ont suivi la formation juridique obligatoire pour le port de cet équipement, seulement 10, parce que nous avons un qui est en arrêt longue maladie et partira à la retraite en 2020, et un autre agent va quitter la police municipale pour devenir pompier. D'ailleurs, on le retrouvera peut-être à ODP d'ailleurs. Cette formation s'accompagne d'un stage pratique qui a été suivi par 4 de nos agents au cours du mois d'avril, les 6 autres devant être formés au cours du mois de mai. Les 10 agents vont donc recevoir leur agrément par monsieur le préfet, par madame la préfète d'ailleurs, par arrêté au cours du mois de juin. Par la suite, en fonction du retour d'expérience sur une période suffisamment probante, et si toutes les conditions de sécurité et d'efficacité sont réunies, les flashballs pourront alors être retirés de l'équipement de la police municipale. J'attends l'avis de nos professionnels pour nous dire si le PIE sur des manifestations de grande ampleur peut justifier le retrait du flashball. Et si on doit le retirer, je le retirerai, mais je vais leur laisser les quelques mois d'expérimentation avant de prendre cette décision pour laquelle je pense qu'il faut toujours faire confiance à celles et ceux qui pourraient en avoir l'usage, malheureusement. Pour rappel, l'ensemble des armements de la police municipale sont clairement identifiés et sont référenciés dans la convention de coordination police municipale, police nationale. Ce document contient notamment tous les éléments précédemment évoqués et doit faire l'objet d'avenants pour intégrer toutes les nouvelles données. Ainsi, un nouvel avenant de la convention de coordination sera réalisé prochainement pour mentionner les 6 nouveaux PIE et fera l'objet d'une délibération. Un exemplaire de la dernière convention vous a cependant été déposé sur table. En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation du dispositif de vidéoprotection de la ville, celle-ci a été faite selon la réglementation en vigueur et les instructions des services de l'État par l'intermédiaire du CERFA 13806/03. Donc, la ville a transmis à la préfecture 3 CERFA, soit un pour chaque périmètre identifié par les services de la DDSP, Direction départementale de la sécurité publique, secteur Boris Dio, secteur centre-ville Pexoto et secteur Thouars. Ce document permet aux demandeurs de préciser la nature de la demande, première demande, modification du dispositif, l'identité du déclarant, en l'occurrence votre serviteur, la finalité du système, sa localisation, la durée de conservation des images, qui, je vous le rappelle, a été fixée à 15 jours, les certifications de l'installateur et les éléments liés à l'information du public et la sécurité des locaux où sont conservées les images, porte blindée, coffre-fort
et code d'accès. Il s'agit de documents qui ne peuvent pas être diffusés pour des raisons de confidentialité des données et donc ils ne pourront pas vous être transmis. N'y voyez pas la malice, juste que nous n'avons pas le droit de communiquer ces documents. C'est la commission départementale qui a examiné notre dossier et celle-ci s'est réunie le 12 décembre 2018 et a donné un avis favorable. Monsieur le préfet, à l'époque, a pris un arrêté le 17 décembre 2018 pour officialiser l'autorisation d'implanter un dispositif de vidéoprotection sur les périmètres qui vous a été distribué, donc qui était donc concerné. Le dispositif, pour en finir, est en cours d'installation et sa mise en route opérationnelle est attendue courant du mois de mai. Monsieur le maire, je vous remercie donc pour les documents fournis. Donc j'ai bien noté qu'il y avait aussi, donc j'ai noté trop vite, mais je pense que ça sera inscrit et dans le compte rendu de ce conseil, puisqu'effectivement, hein, vu la vitesse, je n'ai pas pu tout noter sur le matériel et surtout les catégories, puisqu'il y a des catégories de flashball qui sont différentes, comme les catégories de taser. Donc j'ai bien noté aussi qu'il y avait un nouvel avenant qui est en préparation par rapport à la convention qu'on a reçue sur table, puisqu'effectivement elle n'est pas à jour. Elle l'est. Ce qui m'aurait intéressé quand même, c'était d'avoir aussi les finalités prévues par la loi par rapport à... Alors, non, attendez, je finis sur l'aspect armement, puisque vous avez repris un peu dans le sens inverse de mes questions. Donc, je prends bonne note, en fait, que vous attendez un retour d'expérience des professionnels. Ça me paraît effectivement tout à fait raisonnable de voir avec les services qui utilisent ce type de matériel, bien que vous ayez dit que depuis le temps, ils n'ont jamais utilisé de flashball et on peut s'en féliciter. Je reconfirme quand même que les flashballs, c'est du matériel qui est non létal, mais intermédiaire, comme on dit d'une façon politiquement correcte, que c'est du matériel quand même de maintien de l'ordre pour maintenir les gens à distance et que ce n'est absolument pas le type de matériel efficace et pour ne pas dire même dangereux s'il pouvait être utilisé dans une foule compacte comme ce que vous citez avec l'ODP. Donc je pense on espère que très rapidement, il y aura un retour d'expérience qui pourra confirmer ce qu'on demande, c'est-à-dire l'abandon de ces flashballs. Donc le débat sera à suivre. Concernant maintenant la vidéoprotection, donc on a, je n'ai vu sur table qu'un arrêté que pour une zone. J'imagine que les 3 autres zones sont les mêmes. Enfin, l'arrêté est le même, parce qu'il n'y a qu'un seul arrêté, là. Vous avez... Monsieur le préfet a fait 3 arrêtés différents ou pas? Je laisse continuer vos questions, hein. Allez-y. Ah, pardon. Donc, moi, je ne vois qu'une seule zone dans l'arrêté qui nous a été fournie. À part ça, je me demande quand même quelles sont effectivement les notions qui ont amené à les avis s'appuient sur quoi? Sur les finalités prévues par la loi par rapport à ces zones-là, puisque les finalités, c'est quand même une dangerosité particulièrement reconnue. Donc j'aurais aimé quand même avoir votre demande et savoir sous quels termes et quelles sont vos analyses et les finalités donc, pour la mise en place, qui justifie la mise en place de ce type d'équipement. Voilà. Et pour revenir sur la convention, plus généralement sur la convention communale, donc on a normalement un bilan annuel. Et donc, ce serait intéressant qu'on ait ce bilan annuel qui nous permettrait de voir justement peut-être quelques éléments factuels sur les risques ou le degré d'insécurité à Talence, qui nous permettrait effectivement de décider en toute connaissance de cause de ce type d'installation. Voilà. Avez-vous fini votre liste de questions? Ma liste de questions subsidiaires.
qui devrait donc faire l'objet de votre question principale. Non, parce qu'elles étaient dans la question principale. Simplement, c'est qu'elles n'ont pas, j'ai pas eu la réponse. Ah. La liste de matériel, armement, donc nombre, type, catégorie et caractéristiques. Ça a été un peu vite dit, hein. Donc c'est pour ça que je voulais en savoir un peu plus. Après, et effectivement, la demande d'autorisation motivée. Donc, une demande d'autorisation motivée, je ne l'ai pas. C'était un peu ce que j'attendais sur les finalités aussi prévues par la loi. Qu'est-ce qui motive ce type d'installation ? En face donc justement de les finalités prévues par la loi. Alors, mon cher collègue, je vais d'abord suivre l'ordre de votre intervention. D'abord, vous avez l'avenant, la convention est à jour. Elle va être avenantée, pardonnez-moi du néologisme, c'est pas très joli, mais elle va faire l'objet d'un avenant à partir du moment où les policiers municipaux seront équipés des PIE, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas puisque les formations sont en cours. De vous dire encore une fois, je suis très étonné, mais parce que les services me l'ont confirmé, la liste de ce que je vous ai donné, je ne vous ai pas fait une dictée parce qu'on n'est pas chez Pivot, mais elle a déjà été donnée plusieurs fois. Vous êtes peut-être que là-dessus, mais en tout cas, elle a été donnée. On vous la redonnera. Et là où vous avez raison, c'est que de toute façon, ça fait partie du procès verbal que vous validerez. Et là-dessus, qu'on soit clair, hein, en tout cas pour ce qui me concerne, si les forces de police municipales, à Talence comme ailleurs, nous disent, et on sait très bien qu'on a un reflux de la puissance publique au travers de la police nationale, on sait très bien qu'on a des menaces particulières aujourd'hui qui pèsent sur tous nos événements. Quelle est la part de la sécurité que tous les événements organisés en France et à Talence et en Gironde ou je ne sais où ailleurs ont aujourd'hui des mesures draconiennes en termes de sécurité. Demain, si on doit faire face à ce type de mesures, les professionnels, alors encore une fois, hein, on est avec 2 flashballs. Il ne s'agit pas de se dire qu'on va résoudre les problèmes du monde avec ça, mais simplement de vous dire et de vous réitérer que cette décision n'est pas prise, même si elle dépend d'un pouvoir de police du maire, et que donc j'ai souhaité vous l'expliquer et en faire part avec vous, alors que rien ne m'y oblige. Elle est issue des demandes et des remontées de nos policiers. Et pas d'une lubie, parce que je me suis levé un matin en me disant on va acheter tel ou tel armement parce que ça fera plaisir à l'un ou à l'autre. Croyez bien, et je vous le dis avec la plus grande des gravités, mon cher collègue, que s'il y a bien des gens qui se disent qu'ils n'auront jamais à se servir de cet armement, c'est bien les personnes qui en sont aujourd'hui dotées. La seule chose, c'est que face à une menace plus importante, avec des mouvements de foule importants également, eh bien cet armement peut servir, et c'est son rôle d'armement préventif. J'ai bien noté que vous vouliez reglissier sur le débat sur la vidéoprotection, de vous dire d'abord qu'il y a un arrêté par secteur et donc 3 arrêtés. On vous communiquera tous les autres et d'une façon générale, la direction générale et l'ensemble des services sont à votre disposition pour vous expliquer des choses. De vous dire, et je voudrais vous remercier d'avoir utilisé le terme de transparence parce qu'effectivement, on est le plus transparent possible. Vous avez communication de toutes les données dont je suis destinataire. Par contre, les documents préparatoires, notamment couverts par la CADA, ne peuvent pas être transmis sur les motivations, etc., puisqu'ils dépendent d'un diagnostic qui est fait par la Direction départementale de la sécurité publique et que donc ce diagnostic lui appartient. En revanche, c'est elle qui informe et qui nous permet de dire où est-ce qu'on va installer, dans quelle zone. De vous dire que j'ai joué, et nous avons joué la plus totale transparence en étant clair sur les motivations, là encore, qui ne sont pas d'installer des caméras parce que ça va avoir un effet décoratif sur la ville, mais de démontrer que dans les villes qui l'ont utilisé, il y a un aspect préventif, il y a un aspect aussi qui peut servir dans certains cas, et comme je vous l'avais dit, qu'au bout de plusieurs mois d'expérimentation, nous ferons le bilan, et j'espère en tout cas, ne pas avoir à prouver qu'elles ont été utiles, parce que ça voudra dire dans ces cas-là qu'il n'y aura pas eu de faits délictueux à concerner dans le périmètre qui les préoccupe, mais de vous dire vraiment, et je sais que je peux compter sur vous là-dessus, que sur ce genre de thématique-là, on peut avoir une philosophie différente, mais qu'il faut traiter ces affaires-là avec beaucoup de gravité, et de dire qu'on ne met pas des caméras, on ne fait pas un armement parce que ça fait une mesure politique ou une mesure gadget qui nous servira, mais d'être bien évidemment fondamentalement, comment je dirais-je, motivé par le fait que l'expérience des autres communes nous a fait en sorte que l'on pouvait avoir ce type de recours-là, que ce n'était pas l'arme magique.
On a souvent discuté ici, et c'était notamment présenté par notre collègue Salem Erchouk, tous les bienfaits de la prévention. La prévention, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de statistiques, puisque par définition, on prévient des choses qui ne sont pas arrivées, et que je suis très favorable, et nous sommes très favorables à cette politique de prévention, mais que malheureusement, parfois, il faut aussi savoir faire de répression. Ainsi va la vie, et c'est bien regrettable. Bien. Eh bien, écoutez, 1h15, hors taxe. Je vous laisse juste de votre programme à la télévision, de vous donner la date, les dates. Non, certains collègues veulent aller voir Plus belle la vie, Madame de Marco, c'est leur choix. De vous donner les dates des 2 prochains conseils qui ont 2 dates particulières, puisque ce sera 2 mardis. Et oui, parce qu'il y en a un qui est particulier, d'ailleurs. Ça, le premier sera le mardi 28 mai à 18h, ça vous aviez déjà la date. Mardi 28 mai à 18h. Et que pour terminer avant un été studieux, n'en doutons pas, le mardi 9 juillet, mardi 9 juillet, il n'y a pas de conseil municipal programmé au mois de juin, mardi 9 juillet à 18h. Je vous remercie à toutes et tous. La séance est levée et bonne soirée.